Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il est grand temps de prendre des nouvelles de mon cousin bien-aimé, Jeremy Richardson, qui, soit dit en passant, est bien meilleur investisseur que moi. Jeremy, bienvenue à l'émission. Salut, cousin Dave, bonne année. Oui, bonne année à vous. La famille Richardson au Canada a passé un Noël et un Nouvel An fabuleux. Et ma famille au Royaume-Uni, alors. Avez-vous passé de bonnes fêtes de fin d'année? Oui, nous avons passé un très bon moment. Je suis heureux de dire que la plupart des membres de la famille au Royaume-Uni se sont retrouvés sur la bonne liste du Père Noël, la liste des gentils et non celle des méchants. J'imagine que c'est la même chose pour ce qui est de la famille au Canada, non, Dave? Oui, bon, on ne va pas trop s'attarder sur cette question, Jeremy, et plutôt nous concentrer sur votre propre liste des gentils. J'ai eu la chance d'assister à quelques-unes de vos présentations aux investisseurs l'année dernière et dans ces présentations, vous citez généralement quelques noms que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas également, mais vous vous concentrez davantage sur les noms positifs. Donc la liste des gentils versus la liste des méchants. Je me souviens de certaines entreprises dont vous parliez, de certains domaines qui, selon vous, mériteraient une attention particulière en 2025. Et 2025 a été une année plutôt fructueuse pour vous. C'est comme ça que vous la qualifieriez? Je pense que 2025 représente pour moi une leçon qui nous montre à quel point nous devons rester humbles lorsque nous essayons de prédire l'avenir. Je ne sais plus ce que nous disions l'année dernière, Dave, ou s'il existe une transcription qui nous mettrait dans l'embarras, mais à cette époque, je me souviens que nous attendions tous avec impatience cette période d'exceptionnalisme américain. Un nouveau président, une nouvelle administration nous arrivait avec beaucoup d'espoir, des politiques axées sur l'offre, pour bouleverser la façon dont le gouvernement américain et les réglementations fonctionnaient. Il y avait beaucoup d'optimisme, en particulier dans les petites villes américaines qui ressentaient les bienfaits de cette expansion de la croissance économique. Eh bien, cela ne s'est pas vraiment passé ainsi, n'est-ce pas? Dès le début de la nouvelle année, il y a eu un premier écueil avec DeepSeek, ce qui a été un choc énorme. Puis, l'annonce des droits de douane a ajouté encore plus d'incertitudes. Ce n'est qu'au cours du second semestre que j'ai vu émerger un discours plus positif sur les marchés, axé sur la revitalisation du commerce de l'IA. Si certains pensaient qu'il n'y avait qu'à ressortir le manuel de 2024, le dépoussiérer un peu et s'en servir à nouveau, cette fois-ci, les choses étaient différentes. C'était similaire, mais différent, car au lieu d'acheter tout ce qui avait de près ou de loin rapport avec l'IA, cette fois-ci, il fallait se concentrer sur les gagnants et éviter les perdants. Il fallait être beaucoup plus sélectif. Je dirais donc que cette année a été très différente de ce que nous avions initialement prévu si nous avions eu cette conversation au début de l'année dernière. Alors cela me rend un peu circonspect quant à l'idée d'être trop dogmatique dans mes prévisions pour 2026. Mais je pense qu'il y a certainement des éléments en jeu sur les marchés financiers à l'heure actuelle qui font de 2026 une année assez intéressante. Je ne parlerai pas nécessairement de prévision, mais plutôt de probabilité, de choses qui pourraient se produire plutôt que de choses que nous attendons à voir se produire, si vous me suivez. Jérémie, l'année 2025 a été assez bonne en termes de rendement. Et dans le portefeuille que vous et votre équipe gérez, vous avez la possibilité d'investir partout dans le monde développé. Vous restez axé sur les grandes capitalisations, mais dans le cadre de ce mandat, vous pouvez littéralement investir partout. Vous pouvez investir uniquement aux États-Unis, si ça vous dit, ou uniquement en Europe. Et si l'on regarde l'année dernière, ou que l'on est investi, l'année a été plutôt bonne. Même les États-Unis, qui ont fini par se classer plutôt dans le milieu du peloton que dans le haut du classement, comme cela avait été plus courant au cours de la dernière décennie, ont tout de même enregistré des rendements à deux chiffres supérieurs à la moyenne. Et puis, il y a l'Europe, les marchés émergents et le Canada, même pour les investisseurs canadiens, des rendements vraiment solides de l'ordre de 20 à 30 en dollars canadiens. Une année plutôt bonne, donc, et c'est ce à quoi vous vous attendiez. Comme vous le dites, une bonne année, mais différente en ce sens qu'il y a eu des gagnants et des perdants, et c'est ce à quoi vous faites référence.
Oui, ce point concernant la devise est intéressant car si nous discutons avec des investisseurs nord-américains, comme vous dites, la plupart d'entre eux sont plutôt satisfaits des résultats obtenus en 2025. En fait, c'est la troisième année consécutive où les rendements atteignent près de 20% en dollars américains. Ce n'est pas négligeable. Mais il y a sûrement des investisseurs en Europe qui ne sont pas aussi contents en raison de la faiblesse du dollar américain. Les cours des actions ont peut-être augmenté, mais eux ont tout perdu à cause de la devise. Cette année, l'expérience des investisseurs sur les marchés boursiers mondiaux est largement déterminée par la devise dans laquelle ils investissent. Cela aussi a changé, car si les États-Unis ont baissé leur taux d'intérêt, de nombreux discours ont aussi influencé les attentes des gens quant à l'évolution des taux de change. C'est un sujet sur lequel nous n'avions pas eu à nous pencher en tant qu'investisseurs depuis longtemps. Mais bien sûr, il est très difficile de faire des prévisions sur les taux de change. Si je regarde ce que les gens attendent des entreprises pour l'année prochaine, cela ne semble pas trop mal. Je regardais justement quelques chiffres l'autre jour. Pour le marché américain, les gens s'attendent à une croissance du bénéfice par action d'environ 15%. Pour l'Europe, c'est environ la moitié, ce qui n'est peut-être pas très excitant. Mais bien sûr, vous ne payez pas les mêmes multiples pour l'Europe. Donc, en termes de compromis, ce n'est peut-être pas si mal. Et puis, quand on regarde ces 15% que l'on obtient aux États-Unis, deux fois plus, environ 30%, proviennent des entreprises technologiques. Et si beaucoup pensent que les États-Unis sont encore chers à cause de toutes ces actions technologiques qui ont atteint des sommets, eh bien oui, il y a quelques aberrations absolues. Certains multiples de cours-bénéfices commencent à ressembler à mon score de golf. Et disons-le, ce n'est pas très attrayant. Mais en tant que groupe, nous avons regardé la moyenne et on peut dire qu'on obtient une croissance du BPA de plus de 30% et je n'ai pas à payer le même prix en termes de multiples de CB. Mon ratio est en fait assez bon, inférieur à 1. Et il y a certaines choses, même dans le marché actuel, compte tenu de tout ce que nous avons connu ces 3 dernières années, et oui, nous avons quelques cas particuliers. Mais nous pensons qu'il existe encore des opportunités pour trouver une valeur relative intéressante, que ce soit une valorisation absolue ou votre multiple de CB ne reflète pas les perspectives de l'entreprise, ou même en fait, oui, vous payez un peu plus en termes de multiples, mais en réalité, vous obtenez beaucoup plus en termes de croissance attendue. Nous pensons toujours qu'il existe de bonnes opportunités, mais comme je le disais, c'est un marché dynamique, les choses changent. L'une des choses qui nous fascine le plus en ce moment est tout ce discours sur l'IA que nous entendons. Comme je l'ai dit, cela a été une dynamique très importante au cours du second semestre de l'année dernière et les attentes sont grandes en ce qui concerne la croissance du BPA pour l'année prochaine. Mais il existe un certain degré d'incertitude sur le marché car une grande partie du secteur est tirée par un groupe relativement restreint d'entreprises, pour la plupart privées et non cotées en bourse. Et ces entreprises privées ne sont pas soumises au même niveau de contrôle que certaines entreprises publiques. Les décisions prises par leurs équipes de direction ont le pouvoir de remodeler ces secteurs d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, car nous n'avons pas accès à toutes les informations. Nous nous trouvons donc dans une situation fascinante. C'est le moment des résolutions du nouvel an et, comme je l'ai dit, des prévisions. Je suis probablement nul dans ces deux domaines, mais en ce qui concerne les résolutions du nouvel an, je n'essaie jamais d'en prendre car je suis pris avec pendant un bon bout de temps. Mais je serais prêt à faire quelques prédictions, à savoir que certaines de ces entreprises privées sont susceptibles d'entrer en bourse au cours de l'année 2026. Beaucoup d'entre elles ont besoin d'argent qu'elles obtiendraient en entrant en bourse et elles ont d'importants choix stratégiques à faire. Nous atteignons une taille et un stade de maturité où l'introduction en bourse est probablement la bonne chose à faire pour elles. Il serait intéressant de voir comment ils s'y prendront, car cela nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur leur stratégie et de comprendre un peu plus en détail comment ce secteur particulier va évoluer. En général, lorsque davantage d'entreprises arrivent sur le marché, en particulier ces grandes entreprises prometteuses, cela tend à susciter l'enthousiasme sur l'ensemble du marché et à avoir un effet plutôt positif, n'est-ce pas? Oui, je pense, les gens aiment les bonnes histoires,
Il en faut toujours une, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il faut comprendre d'où viennent ces chiffres. Et les histoires sont mémorables. Sur le marché des introductions en bourse, beaucoup de gens vont raconter de belles histoires sur certaines de ces grandes entreprises. Je pense que cela devrait être une bonne nouvelle pour attirer l'attention de tout le monde. Nous entendrons des histoires sur la taille du marché potentiel, sur l'évolution et les changements de ces modèles économiques et sur le caractère disruptif et passionnant de cette évolution. Mais je pense que nous devons rester prudents à ce sujet. En tant qu'équipe, les introductions en bourse nous intéressent peu. Nous savons qu'en tant qu'investisseur public, vous êtes toujours désavantagé en termes d'information lors d'une introduction en bourse. Celui qui vend les actions en sait plus que vous, en particulier lorsque vous achetez quelque chose qui était auparavant privé. On peut bien se lancer, mais il faut acheter avec prudence. La personne qui vend en sait beaucoup plus que vous. Et vous ne savez rien non plus sur la façon dont cela va se négocier le deuxième jour. Vous connaissez peut-être le prix auquel vous pourrez obtenir une allocation, mais vous ne savez pas comment cela va se négocier le deuxième jour. Cela reste à prouver. Nous aimerions faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit et de circonspection à ce sujet, et nous sommes beaucoup plus intéressés par une entrée après l'introduction en bourse que par une entrée précipitée. L'autre élément à garder à l'esprit est que cela va attirer l'attention de beaucoup de gens et aussi des capitaux. Si vous souhaitez participer à une introduction en bourse, vous devez disposer de liquidités. Cela peut entraîner une pression à la vente sur certaines de ces sociétés cotées en bourse si vous souhaitez participer. L'autre élément qui mérite réflexion et qui est probablement plus pertinent pour les investisseurs sérieux concerne les raisons pour lesquelles certaines de ces sociétés procèdent à une introduction en bourse. Par exemple, nous détenons Alphabet dans notre portefeuille, une société que les auditeurs connaissent bien, car elle détient Google ainsi que YouTube, une société très prospère, dont nous nous sommes retirés l'année dernière après 10 ans de détention, car nous étions préoccupés par l'impact de l'IA sur l'activité de recherche d'Alphabet, Google Search. Mais nous l'avons réintégré l'année dernière car nous avons constaté qu'après leur échec avec Bard, vous vous en souvenez, le lancement de l'IA qui s'est soldé par un fiasco, ils ont fait un retour en force en novembre avec Gemini qui a attiré l'attention du marché, en particulier pour les requêtes sous forme de texte. Et certains indices montrent qu'il prend des parts de marché à ChatGPT. Parallèlement, dans le domaine du codage, que je ne maîtrise pas, je dois dire, mais heureusement, je n'aurai pas à l'apprendre maintenant car le modèle Claude d'Anthropic est brillant en matière de codage. Si Gemini de Google est particulièrement performant pour les tâches textuelles et que le modèle Claude d'Anthropic est particulièrement performant pour le codage, alors à quoi diable va servir ChatGPT? C'est là un problème potentiel pour OpenAI. C'est pourquoi Sam Altman a lancé cette alerte rouge dont vous avez peut-être entendu parler à la fin de l'année dernière, afin de recentrer le marché et l'attention de l'entreprise sur la reconquête de son momentum. Les prochains mois seront donc absolument cruciaux pour déterminer la qualité de sa prochaine mise à jour, car si celle-ci suscite l'enthousiasme, cela donnera du temps à OpenAI. Elle attirera davantage de capitaux. On parle d'une valorisation privée plus élevée. Si elle rencontre des difficultés, où trouveront-ils l'argent? Une introduction en bourse deviendra peut-être plus urgente. Et voulez-vous vraiment investir dans une introduction en bourse quand on se demande à quoi va servir ChatGPT? C'est la question clé. Nous ne le savons pas car nous observons de l'extérieur et nous ne pouvons pas voir ce qui se passe à l'intérieur de cette société privée ni comment se déroule son développement. Mais si c'est un grand succès, si cette alerte rouge porte ses fruits, peut-être qu'ils sortiront un produit qui donnera matière à réflexion pour Anthropic aussi, ou peut-être pas. Ou peut-être changeront-ils de cap et feront-ils quelque chose de complètement différent. On n'en sait rien. C'est donc un domaine très intéressant à suivre. Nous y consacrons beaucoup de temps et nous avons essayé de nous adapter assez rapidement au cours de l'année 2025 en veillant à rester à la pointe et à réagir aux dernières données afin d'être bien positionné pour l'avenir. Je pourrais continuer là-dessus encore très longtemps. Oui, je pense que l'une des choses qui ressort de ce que vous venez de dire, c'est la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer et évoluer.
Je discutais avec un gestionnaire de placement qui s'était rendu dans la Silicon Valley cet été et qui en était revenu avec l'impression que toutes les grandes entreprises qui investissaient en masse dans le développement de l'IA avaient très peur de ChatGPT. Elles craignaient que ce secteur soit déjà saturé, que cet acteur soit déjà dominant. Et puis, vous nous racontez que Google est arrivé à l'automne en faisant tout un bond, et là on se demande, au fond, qui est en tête. Nous savons, comme nous en avons parlé avec Marcello et Rob, qui travaillent dans le domaine de la technologie, que dans ces domaines, c'est généralement le gagnant qui remporte la mise au grand complet. Il est donc assez important d'être au bon endroit et de prendre les bonnes décisions quant à qui sera finalement le grand gagnant. Oui, tout à fait. Je ne me souviens pas d'une période où les conditions du marché aient été aussi dynamiques à cet égard, car même pendant la bulle Internet, nous ne parlions pas d'entreprises de cette taille. C'est comme si des milliards de dollars pouvaient changer de camp en un clin d'œil. C'est assez remarquable. Mais si l'on réfléchit aux ingrédients du succès pour l'avenir, je pense que pour certaines de ces entreprises d'IA, en particulier les grandes entreprises de modèles linguistiques ou les entreprises de centres de données, il y a probablement trois éléments qui constituent des facteurs de succès essentiels. Le premier est un grand modèle linguistique, car si vous l'utilisez dans votre centre de données et que vous en êtes propriétaire, je pense que vos marges seront bien meilleures que celles de quelqu'un qui n'en a pas. Deuxièmement, vous devez disposer du bon type de centre de données. Nous sommes passés d'un monde où l'on se contentait de récupérer des informations. Pensez à lorsque vous essayez de regarder un film en streaming sur Netflix. Mais ici, vous traitez des informations, vous gérez des requêtes. C'est beaucoup plus complexe. Vous devez disposer de centres de données spécialement configurés pour le faire. Et troisièmement, vous devez disposer d'un réseau de distribution. Vous avez besoin d'une marque, vous avez besoin d'un moyen d'atteindre les consommateurs, vous avez besoin d'un large entonnoir au sommet de votre entreprise. Pour chacune de ces trois choses, différentes entreprises ont des expertises différentes, mais à notre avis, pour le moment du moins, Alphabet a probablement un avantage sur la plupart de ses concurrents publics et privés dans ces trois domaines. C'est donc, du moins pour l'instant, ce que nous pensons, la raison pour laquelle nous pensons que cette entreprise va s'imposer dans le secteur, car même ChatGPT, même s'il propose un excellent modèle, ne dispose pas de centre de données. Il dépend d'Oracle. Oracle s'endette lourdement pour pouvoir le faire. C'est assez fragile, d'autant plus que les taux d'intérêt et les écarts sur cette dette augmentent. Le marché est moins accommodant quand on parle de dette. ChatGPT n'a pas le même niveau de distribution. Il s'est largement développé grâce aux bouches à oreille, mais il n'est pas encore devenu un verbe comme googler ou un nom familier comme Polyphila, Sellotape ou Hoover. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'a pas encore atteint le même prestige. Il y a donc du travail à faire dans ce domaine. Il se passe beaucoup de choses, des changements très rapides. Nous y prêtons une attention particulière, mais c'est ce qui rend les choses si intéressantes. Pas vrai? C'est le propre des marchés de placement. Eh bien, je vais intervenir à nouveau pour souligner, et c'est un thème récurrent lorsque nous recevons des gestionnaires de placement, ce que j'apprécie toujours lorsque je passe du temps avec vous et d'autres, c'est à quel point vous êtes fascinant en tant qu'individu et à quel point vous êtes curieux, cette curiosité intellectuelle qui vous pousse à approfondir et à développer votre compréhension du sujet. Mais vous pourriez faire cela sur une centaine de sujets différents. Je vous ai comparé à des athlètes olympiques. Vous avez cette concentration qui vous permet d'être les meilleurs dans votre domaine. Et pour être le meilleur dans ce domaine, en tant que gestionnaire de placement professionnel, vous devez être capable d'absorber des tonnes d'informations, de les traiter, de les comprendre, puis de recommencer le lendemain. C'est ce qui rend un gestionnaire de placement professionnel si spécial. Oui, ce sont des caractéristiques qui aident certainement, mais le faire à l'échelle mondiale est probablement une tâche trop importante pour une seule personne. C'est un sport d'équipe.
J'ai beaucoup de chance de travailler avec une équipe formidable qui me permet de paraître vaguement intelligent lorsque je parle de ce type d'activité, car franchement, j'ai le privilège de pouvoir discuter avec eux du travail qu'ils accomplissent dans ces domaines. Louise, par exemple, s'occupe de l'IA et je discutais justement avec Ben tout à l'heure des médicaments GLP-1 qui vont être commercialisés sous forme de comprimés cette année. Il s'agit d'une évolution très intéressante du marché qui pourrait améliorer le poids, la vie et la santé de millions de patients grâce à un simple comprimé quotidien. Cela pourrait être le moyen de résoudre le problème de l'obésité dans un avenir assez proche, et cela pourrait même modifier la courbe des coûts des soins de santé pour des millions de personnes dans un avenir indéfini. Il s'agit potentiellement d'une évolution très importante dans ce secteur. Nous détenons des sociétés telles que Eli Lilly, par exemple, qui commercialise le comprimé Orforglipron, pour lequel nous avons de grandes attentes, car contrairement à ses concurrents, il peut être pris à tout moment de la journée. Il n'est pas nécessaire d'attendre après le petit déjeuner et de le prendre exactement 30 minutes avant ou après. Vous pouvez prendre un comprimé quand bon vous semble, Dave. Imaginez un peu. Eh bien, voici l'un des articles intéressants que j'ai lus cette semaine. J'aime aussi lire, sachez-le. Au fait, il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne équipe. Vous pouvez simplement venir participer à l'émission avec moi et alors, par contraste, vous aurez l'air très intelligent. Parce que je vais vous parler de l'article que je lisais qui explique comment la pizza est passée de la deuxième place au classement des fast-food préférés aux États-Unis à la sixième place au cours de l'année dernière, ce qui est lié à ce GLP, à la perte de poids, à la forme physique, à l'obésité, au diabète, toutes ces choses dans lesquelles ces entreprises comme Lilly ou Novo Nordisk, encore une fois, sont profondément impliquées, ainsi que d'autres entreprises dans le développement de médicaments. Et puis, vous ajoutez à cela l'IA et ce qu'elle pourrait apporter en termes de processus d'identification de nouveaux médicaments. C'est tout simplement un moment incroyable de l'histoire. Mais du point de vue de l'investissement, comment identifier où placer l'argent de vos investisseurs? Oui, tout à fait. Beaucoup de gens sont enthousiasmés par le marché en pleine croissance. On le voit tout le temps. Ils sont enthousiasmés par la demande, par les bonnes histoires. Mais en fait, pour obtenir un résultat d'investissement fructueux, vous devez aussi penser à l'offre. Si la demande crée sa propre offre, les gens vont entrer sur le marché parce qu'ils sont eux aussi enthousiasmés par la même histoire. Alors, vos rendements vont être en compétition et vous vous retrouverez avec finalement pas grand-chose ou vous pourriez finir par perdre de l'argent. Je me souviens être allé en Chine il y a de nombreuses années, avoir observé les entreprises de consommation et avoir été choqué par le niveau de concurrence sur les prix de nombreux produits de consommation chinois. Car tout le monde pouvait voir la croissance, l'expansion des classes moyennes, la formidable histoire qui se déroulait là-bas. Tout le monde développait ses produits de consommation, de la bière, des couches, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde avait exactement la même stratégie qui consistait à baisser les prix, à augmenter les volumes, à évincer la concurrence, à être le dernier debout, à consolider ce marché. Et ce n'est que des années plus tard que l'on pouvait constater une augmentation des rendements pour vrai. Beaucoup de croissance, les industries connaissaient une accélération formidable, mais le retour sur investissement était nul, il était terrible. Il ne suffit donc pas d'avoir une croissance du marché final, il faut également disposer d'une structure de marché attractive. Où se trouveront les autres points de tension dans l'offre? Au niveau de la technologie, de l'innovation, de la chaîne d'approvisionnement, de l'accès au capital, de la réglementation. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui vous donne la possibilité de tirer un profit économique tout en participant à cette opportunité de conquérir ce marché en expansion. Orforglipron avec Eli Lilly pourrait être un exemple très intéressant car il s'agit d'un secteur très réglementé, celui de la santé. Si vous et moi décidons de créer un médicament, ils ne nous laisseront pas, Dave.
Je suis triste de le dire, mais ils ne nous laisseront probablement pas le faire. Par ailleurs, c'est certain qu'on peut se lancer dans les pizzas. Les barrières à l'entrée sont assez faibles dans ce domaine. Je suis sûr que vos pizzas sont meilleures que les miennes, cela dit. Les miennes sont assez fades. Oui, je suis le meilleur au monde pour préparer un espresso, mais ça s'arrête là. Pour revenir à ce dont nous parlions il y a quelques minutes, c'est le défi que doivent relever l'IA et les entreprises qui la développent. Alors que l'IA fait son entrée dans l'économie avec l'intention d'augmenter la productivité et les marges, c'est peut-être cette année qu'elle va prouver qu'elle en est capable pour vrai. Vous en avez un peu parlé dans les présentations que j'ai vues l'année dernière. Quelle est la prochaine étape pour les entreprises qui bénéficient de l'évolution de l'IA? Oui, c'est un point intéressant. Si l'on veut être vraiment cynique à propos de l'IA, on a vu beaucoup d'activités, mais on se demande encore s'il s'agit d'une solution à la recherche d'un problème. Personne n'a encore vraiment démontré qu'il existait un moyen particulièrement efficace de gagner de l'argent grâce à cela. Je peux bien avoir à mes côtés un assistant diplômé qui travaille et aide à traiter les informations, mais on n'oserait pas laisser l'IA prendre ses propres décisions à cause de toutes ces hallucinations dont il est capable. Beaucoup d'entreprises qui ont jusqu'à présent expérimenté l'IA l'ont fait en essayant de trouver des moyens d'augmenter leurs revenus plutôt que de réduire leurs coûts. Et peut-être que ce sera l'année où elles changeront réellement de cap et commenceront à réfléchir à l'utilisation de l'IA pour gérer leurs coûts plus efficacement. Ça pourrait être bénéfique pour les actionnaires s'ils parviennent à conserver une partie de ces marges, mais peut-être pas pour les employés. Peut-être pas idéal pour certains aspects de l'économie grand public au sens large. Nous devons en être un peu conscients. Bien sûr, selon Newton, toute action entraîne toujours une réaction opposée équivalente, pas vrai? On peut donc imaginer un monde où l'IA, qui était jusqu'alors une merveilleuse histoire, un formidable récit avec des introductions en bourse à gauche, à droite et au centre, suscite en fait une certaine opposition de la part des consommateurs car elle perturbe l'emploi et fait grimper les prix de l'électricité. Il y aura donc ici des passifs éventuels que les entreprises avisées devront gérer. Je pense donc qu'il y a d'autres bonnes raisons d'être prudent. Je pense toutefois qu'il vaut la peine de garder un œil sur les logiciels liés à la robotique, comme je l'ai mentionné précédemment. J'ai parlé des modèles basés sur le texte et des modèles basés sur le codage, mais nous assistons également à l'émergence de modèles du monde réel qui utilisent essentiellement l'IA pour essayer d'enseigner à un robot, à un ordinateur, comment fonctionner dans le monde réel. Il y a deux façons de procéder. Vous pouvez soit prendre un manuel de physique et le charger dans l'ordinateur. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mécanique quantique et le robot le saura en une seconde. C'est un peu comme dans Matrix. Vous voulez piloter un nouvel hélicoptère, vous pouvez l'apprendre. Mais bien sûr, personne n'a ce niveau de connaissance pour même programmer cet ordinateur aussi bien que cela. Et pourtant, si vous réfléchissez à la façon dont cela se passe dans le monde réel, personne n'a besoin d'enseigner la gravité à un bébé, par exemple. Le bébé grandit en apprenant la gravité, il comprend intuitivement ce que c'est, il comprend la gravité sans avoir jamais étudié la mécanique quantique. Et ce qui est formidable dans notre situation actuelle, c'est qu'avec l'IA, nous avons la possibilité d'apprendre potentiellement à partir de centaines de milliards de vidéos téléchargées sur Facebook, les réseaux sociaux, sur YouTube, et qui peuvent apprendre aux ordinateurs à fonctionner, à être des bébés finalement, à comprendre ce qu'est la gravité. Si je lâche quelque chose, que va-t-il se passer? Va-t-il tomber ou monter? Eh bien, il tombe. Les vidéos apprendront cela à l'ordinateur. Si nous combinons cela avec les moteurs, les actionneurs et les capteurs, nous obtenons les prémices d'une architecture ou d'un système qui pourrait nous permettre d'assister à des avancées sophistiquées et importantes dans le domaine de la robotique au cours des prochaines années. Cela soulève également toutes sortes de questions très intéressantes sur le rôle de la fabrication et le rendement du travail.
Si l'on est optimiste à ce sujet, le fait de donner à la main-d'œuvre des outils qui améliorent la productivité augmente la valeur du travail, car cette personne peut en faire davantage. Elle peut contrôler une armée de robots qui travaillent pour elle plutôt que d'être simplement responsable de ses propres actions dans une usine. Cette personne pourrait désormais être mieux rémunérée car elle produit davantage grâce à l'aide de ces robots. Mais en même temps, tout le monde ne possède peut-être pas les compétences nécessaires pour diriger cette armée de robots. Il y aura des coûts de transition au sein de l'économie. C'est là que les décideurs politiques doivent intervenir pour gérer certains de ces coûts de transition afin que nous aboutissions à un système social harmonieux et à une économie satisfaisante qui fonctionne pour tous. Beaucoup de variables, beaucoup de grandes idées. Nous n'avons pas toutes les réponses, bien sûr. Pour l'instant, si l'on regarde le cours de l'action Alphabet, cette merveilleuse mine de vidéos YouTube qui peuvent être utilisées pour former le logiciel Android, par exemple, à faire fonctionner l'appareil, mais il est intéressant de voir comment certains de ces actifs contingents, certaines de ces connaissances ne sont probablement pas suffisamment valorisées par les investisseurs externes. Mais il s'agit d'un référentiel de connaissances futures qui peut contribuer à stimuler la productivité du travail à l'avenir. Oui, y compris cette émission qui sera disponible sur YouTube quelques heures seulement après la fin de notre discussion, Jeremy. Je crois que les meilleurs balados, ce que j'espère que nous parviendrons à faire en discutant avec différents gestionnaires de placement, donne l'impression à l'auditeur d'assister à une conversation, comme vous et moi pourrions avoir à Londres autour d'un bon repas, d'un café ou, pourquoi pas, d'une bonne bière. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé cette fois. C'était exactement comme lorsque nous sommes ensemble et que nous discutons de choses et d'autres, principalement moi qui écoute, car j'ai beaucoup plus à apprendre de vous que vous de moi, mais je pense que les auditeurs ont vraiment ressenti cela dans la conversation. Et cela a pris une direction complètement différente, je l'avoue. Au départ, nous avions prévu que vous alliez sortir votre boule de cristal et faire une série de prédictions, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de profondeur et de choses que les gens peuvent retenir en ce qui concerne les éléments auxquels vous devez réfléchir et presque le processus de réflexion que vous suivez lorsque vous prenez des décisions de placement à long terme, ce qui est votre métier. Nous voulons être clairs, lorsque vous investissez, contrairement à beaucoup de gestionnaires de placement, vous achetez des entreprises et votre intention, lorsque vous investissez, est de vous impliquer dans ces entreprises, car vous avez suivi un processus minutieux pour sélectionner celles dans lesquelles vous investissez. Vous prévoyez d'y rester pendant un certain temps. Cette réflexion et cette profondeur de pensée, non seulement de votre part, comme vous l'avez mentionné, mais aussi de la part de toute l'équipe, sont essentielles pour prendre cette décision. Tout à fait. Je vous remercie, Dave. J'ai également apprécié cette conversation. C'est toujours un plaisir de pouvoir passer du temps ensemble. Vous allez vous rendre au Canada et moi je vais me rendre au Royaume-Uni à plusieurs reprises au cours du printemps. J'ai donc hâte de vous revoir. Mais encore une fois, je pense que les auditeurs ont eu beaucoup de chance de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Jeremy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. À bientôt. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.